Punchline sur Europe 1, Laurence Ferrari. On se retrouve dans Punchline avec Louis de Ragnel d'Europe 1, Bruno Jeudi de Paris Match, Alexandre Devecchio du Figaro, Gilles Maintré, essayiste. On va écouter, avant de parler de la majorité présidentielle qui renaît, donc, puisque le nouveau parti s'appelle Renaissance, on va écouter Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, qui lui annonce qu'il se présentera aux législatives dans le Nord et qui se fait très cinglant sur l'accord entre le PS et la France Insoumise. Écoutez-le. Je constate que les socialistes ont capitulé. Les écologistes et les socialistes ont capitulé. Depuis hier, nous avons plein de témoignages, surtout qu'on sait que dans cette circonscription, ce sera un insoumis qui sera investi. Donc pas de socialistes, pas d'écologistes, qu'il y a plein de gens de gauche qui ne sont pas révolutionnaires, mais qui étaient pour le progrès social, pour une forme de social-démocratie, qui nous ont dit qu'ils allaient nous soutenir parce qu'ils ne pouvaient pas accepter cette capitulation du Parti socialiste. Nous voulons appeler avec Vincent, évidemment, les électeurs de gauche qui ne se reconnaissent pas dans les extrémités de M. Mélenchon, qui n'aiment pas les forces de l'ordre, qui a une conception très particulière de la façon dont les gens doivent travailler, qui veulent absolument augmenter les impôts parce qu'ils pensent que c'est que comme ça qu'on arrivera à faire avancer le pays. Nous leur disons, puisque vous êtes raisonnables, considérez que nous sommes vos meilleurs représentants. Je crois savoir qu'une grande partie des électeurs de gauche sont extrêmement déçus, voire extrêmement blessés de cette trahison du Parti socialiste vis-à-vis de ses électeurs. Gérald Darmanin, Alexandre Devecchio du Figaro. Non, mais il faut rendre hommage au génie de Jean-Luc Mélenchon. Autant le camp national est médiocre dans cette séquence. C'était quand même eux qui sont arrivés au second tour. Et Jean-Luc Mélenchon a réussi à faire croire au système médiatique, enfin pas au système médiatique, parce que le système médiatique n'y croit pas, mais a réussi à être l'animateur finalement de cette campagne des législatives et à se poser comme au principal opposant à Emmanuel Macron, avec ce slogan « Élisez-moi Premier ministre ». Il sait très bien, et nous savons tous autour de cette table, qu'il n'a aucune chance de gagner, mais c'est efficace. Il va sans doute avoir un groupe conséquent et surtout il va permettre à Emmanuel Macron d'avoir une majorité encore plus délirante que celle de la dernière fois, avec une partie de la droite modérée qui va avoir peur de Jean-Luc Mélenchon et qui va se précipiter dans les bras d'Emmanuel Macron dès le premier tour. Une gauche modérée finalement qui va se dire pourquoi pas Emmanuel Macron aussi. Donc là il y a un jeu, ils font système, Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron avec voilà beaucoup d'efficacité, mais chapeau l'artiste Mélenchon et chapeau à En Marche aussi qui profite bien de la situation. C'est plus En Marche alors mon cher Alexandre. Ah oui c'est vrai, Ensemble ou à Renaissance. Renaissance. C'est intéressant Renaissance parce que c'est presque reconquête. Vous voyez bien que la sémantique réactionnaire finalement fonctionne bien, non, mais moi je suis pas sûr. Ça existait dès 2019 avec les Européens. Alors Gilles Maintré, attendez, pas tous en même temps. Moi je suis pas sûr qu'un parti qui change de nom au bout de 5 ans c'est si bon signe que ça. Néanmoins, En Marche, ça va s'appeler Renaissance. Oui, mais c'est effectivement... Et il va être sous l'ombrelle de Ensemble, mot fourre-tout s'il en est. Oui. Bon, en fait, là aussi, on disait chapeau Jean-Luc Mélenchon, chapeau Emmanuel Macron, parce qu'il réussit son pari, il construit ce parti qui est en fait, voilà, il recrée l'UDF, mais disons la grande UDF. On a des partis centristes qui se mettent ensemble, mais avec en plus vraiment sous une coupe commune, puisqu'on a compris qu'il y aurait une seule association de financement. Donc, ce sont en fait beaucoup plus des courants d'un grand parti, avec chacun leur leader, le Modem, Horizon, mais que sauf que les députés vont être inscrits sous le nom de leur parti, et qui permet à chaque formation d'avoir de l'argent pour financement. Voilà, parce que pour rappeler le financement, parce que ça, Édouard Philippe l'aurait pas accepté. Bien sûr. Mais voilà, mais en tout cas, il réussit à construire ce grand parti centriste, et il arrive quand même en position, on le sait, d'ultra favori pour cette élection. Donc je trouve que là, il a bien réussi cette séquence. Bruno Jeudi, donc là, on parle de 400 députés pour Renaissance, 58 pour Édouard Philippe et puis une centaine pour le Modem, c'est ça, de François Bayrou ? Oui, dans le cocktail savamment dosé par Emmanuel Macron, chacun peut trouver à peu près satisfaction. François Bayrou, comme d'habitude, en bon maquignon et sévère au moment de la négociation, et avec une centaine de candidats, il est certain de récupérer ses 52 sortants et probablement plus, si ça rigole aux élections. Et Édouard Philippe, qui à mon avis n'avait pas tant que ça de bons candidats, et surtout n'a pas pu aller...
ne peut aller quasiment que sur des circonscriptions à conquérir ou des circonscriptions vacantes parce que des sortants ne se représentent pas. Ça lui permet avec 58 candidats d'espérer une trentaine. Oui, bien sûr, une trentaine de députés peut-être. Donc je pense que Édouard Philippe va se satisfaire de ça. Lui, il lui faut une caisse pour préparer la suite. 2027. Donc c'est ça. Donc chacun peut trouver à peu près. En tous les cas, ça dit quelque chose. Cette répartition, c'est que. Ou alors je me trompe dans l'arithmétique, puisqu'il y a 577 circonscriptions, ça veut dire qu'il n'y a pas tant de place pour les élus républicains qui voudraient passer sous bannière macroniste. Ça n'aura peut-être pas tant que ça. Ça dit ça, c'est-à-dire qu'on voit bien le premier tour, il y en a que une petite dizaine, c'est rien. Voilà, que la trentaine ou quarantaine de députés LR inquiets qui étaient annoncés voulant franchir le Rubicon, j'ai le sentiment qu'ils seront moins nombreux au moment du dépôt des candidatures entre le 16 et le 20 mai. On le saura rapidement. Je crois qu'il y en a assez peu. C'était un peu ce qu'avait proposé Nicolas Sarkozy dans la foulée de l'échec de la droite après le premier tour. Manifestement, là, on est parti pour quelque chose de plus modeste côté LR, ou alors c'est les députés LR sortants qui pensent qui peuvent s'en sortir sur leur nom, sur leur ancrage territorial, ce qui peut être vrai pour certains. Je crains qu'il y ait quand même un peu de déception de leur côté. Louis de Ragnel. En fait, côté droite, il y a deux cas de figure. Il y a ceux, effectivement, qui vont rejoindre avant le premier tour des élections législatives. Et là, c'est rien du tout. C'est entre 5 et 7 députés LR, donc qui vont être candidats sous les couleurs de Renaissance. On a du mal, hein. On va s'y faire. Et le deuxième cas de figure, ce sont les députés qui vont se faire élire sous l'étiquette LR et qui ensuite pourraient rallier donc Renaissance, j'allais dire La République En Marche, pourrait rallier donc Renaissance. Je vous donne un exemple, par exemple, celui qui était cité comme étant celui qui allait rallier le premier Emmanuel Macron, eh bien c'est Damien Abad. Eh bien, il sera investi sous l'étiquette Les Républicains et donc pas Renaissance. Mais je pense qu'en fait, c'est ce que ça veut dire, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en réalité, Emmanuel Macron n'a plus tellement besoin des Républicains. Oui. Et donc, c'est le symptôme de la faiblesse du poids des Républicains en termes si vous voulez, les Républicains sont plus en mesure de faire pression, et c'est encore plus accentué par ce que vient de dire Alexandre Devecchio, à savoir que les gens il y a beaucoup de gens qui vont avoir tellement peur de l'arrivée de Jean-Luc Mélenchon qu'ils vont se précipiter dans les bras d'Emmanuel Macron, et ce qui est un coup de maître absolu, parce que il y a une personne qui ne parle pas, on ne sait pas ce qu'il fait depuis une semaine. Il y en a une, c'est Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, il y a Marine Le Pen, on ne sait pas où elle est. Et Marine Le Pen, bien sûr, mais Marine Le Pen, elle a rien à gagner particulièrement. Emmanuel Macron, il regarde ça, à mon avis, un peu en train de manger du popcorn, et il attend juste que ça. Peut-être il réfléchit à son gouvernement. Peut-être qu'il réfléchit. Alors, il réfléchit aussi à son gouvernement, mais d'un point de vue politique, finalement, cette période lui a plutôt profité. La gauche montre toutes ses failles, ses divisions, montre qu'elle n'est pas claire avec elle-même, et donc lui, en plus, il va sortir de cette séquence où, donc, si vous voulez, donc tout le monde, c'est du combat debout à gauche. Et lui, il sort de cette séquence, cérémonie d'investiture, on lui remet le collier. Samedi 11h. Le 8 mai, défilé sur les Champs-Élysées. 9 mai, Berlin. Le 9 mai, Strasbourg et Berlin. Donc, et ça fait vraiment le deux poids, deux mesures. Enfin, il y a deux niveaux, quoi. Alexandre Devecchio. Il est extrêmement fort. Et en plus, moi, si j'ai bien compris, mais peut-être que j'ai pas compris, il a négocié, j'ai l'impression qu'ils n'auront pas de groupe, que c'est un espèce de grand ensemble qui s'appelle Ensemble, d'ailleurs, où Édouard Philippe sera vice-président et Bayrou le vice-président, mais qu'il n'y a pas de possibilité pour eux d'avoir leur propre groupe, ou que c'est plus flou que ça. A priori, en fait, c'est la maison commune. Ce qu'on appelle la maison commune est transformée en confédération. Une confédération, donc c'est quand même quelque chose de flou. C'est une espèce de holding, en fait, macroniste. On va parler simplement. Parce que ce qui craignait, c'est la holding opposition. Et en dessous, il y a effectivement plusieurs partis. Et ce qui a été, alors, ce que disait Gilles Maintré, c'est-à-dire que la banque de finance, enfin le financement, en tout cas de la majorité présidentielle, sera un financement unique. Et là-dessus, c'est ce qui est le plus important. Bah oui. En revanche, il y aura des constitutions de groupe, donc ça veut dire que chaque groupe bénéficiera des moyens qui sont attribués au groupe. Mais le principe de maison commune avec la clé sur les financements, c'est quand même quelque chose d'important, parce que je pense que la crainte d'Emmanuel Macron, c'était d'avoir des oppositions internes. Et mais il y aura les groupes quand même. On n'est pas parti pour le groupe unique. On n'est pas parti pour le groupe unique. Ça ne veut pas dire qu'il sera unique tout au long du quinquennat. On est au premier jour. Il peut se passer encore plein. Oui, il peut se passer beaucoup de choses. Le quinquennat n'a pas encore commencé. Ensuite, les groupes, on verra ce qu'ils font. Dans la mesure où Emmanuel Macron peut
plus représentés après. On l'a déjà beaucoup dit. C'est pas sûr que cette unité soit maintenue. Moi, je trouve qu'il s'en sort pas mal. Il installe, on voit des garde-fous pour qu'il y ait un maximum d'unité. Alors, on peut pas toujours tout maîtriser, mais moi, c'est comme ça que j'interprète la séquence. Il envoie des signaux quand même. Le septennat renouvelable. Alors, je sais pas s'il est sérieux ou pas, mais c'est une manière d'asseoir son autorité parce qu'il y a le doute sur le fait qu'il se représente ou pas. Donc, moi, je vois quelqu'un qui quand même essaie de tenir d'une main de fer sa majorité. Et on voit pas bien qui pourrait l'unir dans la répartition le fait que Édouard Philippe n'ait que 50 députés à investiture, pas les plus faciles, puisqu'apparemment il a donné à En Marche celle qui était déjà gagnée. Donc c'est des investitures de conquête, pour le coup, fait que... Mais ça, pour le coup, c'était dès le début. Oui, mais on a vu qu'il y avait de la tension. Donc pour moi... Mais si Édouard Philippe a 20 députés, je pense qu'il sera... il espère plus. Mais déjà, ce qu'il veut, c'est avoir un groupe. C'est tout simplement... Voilà. Mais le plus réduit, on voit que Macron essaie de faire que Édouard Philippe ait le groupe le plus réduit possible. Juste un mot sur les Républicains, parce que là aussi, je pense que c'est un coup de maître. Le fait qu'il n'y ait pas de Républicains qui assument directement, ou très peu, 5 à 7, la couleur macroniste. Je pense que c'est terrible pour le parti Les Républicains. C'est ce qui pouvait leur arriver de pire. Parce que je pense que quand on est un syndicat d'élus qui fait la politique de la carpe et du lapin, on a le résultat de Valérie Pécresse et peut-être dans 5 ans le résultat d'Anne Hidalgo. Il aurait été préférable, moi je pense, pour les Républicains, que les choses soient claires. Là, Emmanuel Macron va pouvoir continuer à miner de l'intérieur ce parti et sans doute l'anéantir complètement. Donc moi, ce qui était le mieux pour les Républicains, c'est que ceux qui sont dans l'ambiguïté ou ceux qui sont plus proches d'Emmanuel Macron partent. Là, on va avoir un parti qui n'aura pas de cohérence idéologique, donc pas de poids politique. On continue ce débat. Je vous passerai la parole, Gilles Maintré, sur la droite. Dans un instant, dans Punchline sur Europe 1, tout de suite. Punchline sur Europe 1, Laurence Ferrari. Dans Punchline sur Europe 1, avec lui de Ragnel d'Europe 1, Bruno Judith Paris Match, Alexandre Devecchio du Figaro et Gilles Maintré, essayiste. Un tout petit mot de la droite encore, Bruno Judith. Le poids de Nicolas Sarkozy, finalement, n'a pas été si important que cela, puisque très peu de députés LR, on le voit, vont finir par rallier Emmanuel Macron. Là, telle que la séquence se déroule, on voit que, en ce qui concerne les législatives, son poids aurait été assez peu important. Sans doute que son autorité sur son ancienne famille en a pris un coup avec le fait qu'il n'ait pas voulu soutenir Valérie Pécresse. Je pense qu'il aurait eu plus d'autorité s'il avait soutenu Valérie Pécresse. Vous confirmez qu'elle lui a renvoyé son chèque de 2 000 € d'ailleurs ? Oui. Parce qu'il lui a fait une obole pour la quête. Oui. Et je crois qu'entre deux, c'est devenu assez irréconciliable, comme aurait dit un ancien Premier ministre. Donc je pense qu'il a perdu de l'autorité dans cette affaire-là. Et lorsqu'il a lancé son initiative, elle a été peu suivie. En fait, on s'aperçoit qu'il y a peu d'élus des Républicains, ce qui par ailleurs va leur poser des difficultés, parce que entre se rallier, ce qui est pour beaucoup compliqué, et croire que l'ancrage territorial va suffire à sauver leur peau, je pense que ça risque de faire des déçus des deux côtés. Mais je crois aussi que ça marque pour l'ancien président une forme sans doute de retrait, sans doute qui sera moins actif dans les Républicains qui renaîtront d'une certaine manière ou renaîtront pas, je ne sais pas, on verra la forme que prendra la suite. Mais enfin, si c'est un Laurent Wauquiez ou je sais pas qui prend le parti, je ne crois pas qu'il ira consulter Nicolas Sarkozy matin, midi et soir. Ça veut dire que c'était une initiative personnelle, Gilles Maintré ? Non mais alors la messe n'est pas tout à fait dite pour les Républicains, parce que on ne dépose ses listes en préfecture que le 16 mai, entre le 16 et le 20 mai. Il va encore se passer des choses entre ce soir, là, les premières investitures, d'abord qui ne seront pas complètes. De Renaissance. On va avoir la fin normalement ce week-end. Et puis après, il va falloir encore attendre le 16 mai pour savoir exactement ce qui va se passer. Il y aura le gouvernement entre-temps aussi. Oui, il y aura le gouvernement. Mais donc on a toujours ces cas de figure. On a toujours ces cas de figure du député LR qui espère pouvoir négocier, qu'il n'aura pas de candidat en marge, donc peut-être des gens qu'on pourra débrancher ou qui n'auront pas été investis. Ça peut être le cas de certaines grosses prises entre guillemets. On pense à Damien Abad. Effectivement, c'est un peu un symbole. Il peut y en avoir d'autres qui vont quand même rallier Renaissance. Ce qui est frappant, c'est qu'en tout cas, chacun a négocié complètement individuellement. Il n'y a pas eu du tout de constitution d'un groupe.
comme d'une aile centriste, disons, des LR, qui déciderait ensemble d'avoir cette discussion. C'est ce qu'avait essayé Nicolas Sarkozy. C'est ce qu'avait essayé Nicolas Sarkozy, mais il n'était pas parti à l'affaire. En fait. Il n'était pas parti à l'affaire. Mais pourquoi ? Parce qu'il y avait Édouard Philippe qui a essayé de le faire, et globalement, Macron a tout fait pour éviter de lui donner ce beau rôle. Oui. Et de l'autre côté, il y a Nicolas Sarkozy qui est entré dans le jeu, effectivement, pour essayer, lui, de son côté, de partir à la pêche. Bien sûr, mais et donc, il y avait une espèce de conflit de loyauté. Ils auraient pu décider ensemble de le faire sans aucun intermédiaire, de le faire en direct avec Emmanuel Macron, une forme d'entrisme, entre guillemets, en se disant, dans le fond, Emmanuel Macron n'est là que pour 5 ans, on va reconstituer le centre droit, autant le reconstituer au sein de Renaissance, où dans le fond, on va être, nous, impulseurs d'idées, on va pouvoir avoir un peu de leadership, plutôt que le faire en dehors. C'est pas la solution qui a été retenue. Du coup, Gilles Maintré, vous avez été tenté de cette opération d'infiltration. Moi, je suis pas tenté. Donc, et on voit bien que là, c'est pas le choix qui a été fait, et donc ça les a affaiblis. Parce qu'ils sont tous un peu en train d'appeler qui Éric Woerth, qui Thierry Solaire, qui Nicolas Sarkozy, qui Édouard Philippe, et peut-être tous Emmanuel Macron. D'accord. Alexandre Devecchio. Non, moi, je serais Emmanuel Macron. J'enlèverais pas mal de mes candidats face à des candidats LR. C'est le meilleur pour continuer à miner un parti de l'intérieur. C'est la meilleure manière, parce que là, on dit 5 à 7 vont le rejoindre directement. C'est plutôt des emmerdes de le rejoindre directement, parce qu'ils vont avoir un candidat LR face à eux. Vaut mieux être avec lui finalement, et puis être un peu avec les Républicains, et ne pas avoir de candidat Renaissance en face. Donc je pense que c'est tout bon pour Emmanuel Macron et très mauvais pour. Il y a 18 circonscriptions, Alexandre, dans lesquelles il n'y a pas de candidat. Ça confirme. Renaissance, pardon. On a beaucoup de mal à s'y faire. J'ai beaucoup de mal. Louis de Ragnel, votre analyse sur la situation à droite, puis après on. Non, mais à droite, je suis d'accord avec ce que disait Alexandre. Écoutez, pour l'avenir de la droite, je ne sais pas très bien ce qui va se passer. La droite va parier, je pense, sur l'effondrement d'Emmanuel Macron pendant son quinquennat. Ils vont essayer de préparer autre chose. Je pense qu'ils ont tiré les leçons aussi de la progression de Marine Le Pen et du phénomène Éric Zemmour, même si ça a donné que 7% à la fin. Et donc, en tout cas, ceux qui restent chez les Républicains, je pense à Laurent Wauquiez, ont bien l'intention de jouer un rôle pour la prochaine présidentielle, et ils vont essayer réellement de se remettre en question, de faire le ménage aussi. C'est la clarification dont vous parliez. Les électeurs qui risquent de le faire le ménage. Oui, c'est ça. Non, mais en tout cas au niveau du parti, que tous les élus qui veulent rejoindre Emmanuel Macron le fassent assez vite, et avec cet objectif, ce pari de renouer avec l'électorat populaire, de refaire une droite beaucoup plus à droite là pour le coup, puisqu'il n'y aura plus le centre qui clairement est déjà parti chez Emmanuel Macron. Donc je pense que c'est ce pari-là qui est fait. Bruno, je dis, le deuxième quinquennat d'Emmanuel Macron sera difficile, à n'en pas douter. Ce sera encore un quinquennat de crise. Et comme le disait Louis, c'est là-dessus que misent les Républicains. En même temps, on sait qu'un deuxième quinquennat est toujours compliqué pour le locataire de l'Élysée. Les Républicains, ils avaient déjà misé sur une expérience hasardeuse d'Emmanuel Macron en début de mandat en 2017, et on a vu que leur pari a été raté. Ils ont cru qu'au fond ça allait mal finir, et puis ça s'est plutôt bien fini pour Emmanuel Macron et très mal pour eux. Donc je leur conseille pas de repartir sur les mêmes bases, c'est-à-dire qu'il faut un peu travailler pendant le mandat, il faut un peu réfléchir à ce qu'on veut dire, arriver quand même avec les idées claires sur de nombreux sujets. Ils ont fait leur mea culpa sur le régalien, ça c'est sûr, sur les 5 dernières années. Ils ont plutôt travaillé cet aspect-là, mais ils n'ont absolument pas réfléchi à d'autres thèmes très, très importants, et se sont fait déborder très très vite. Et surtout, il faut qu'ils se mettent, il faut qu'ils aient cette incarnation qu'ils n'ont pas eue pendant ce mandat, et qu'ils ne se retrouvent pas à désigner de manière précipitée leur futur candidat ou candidate 6 mois avant l'élection. C'est quand même été, à mon avis, encore une fois, leur difficulté. Donc il y a à la fois beaucoup de choses à faire. Il y a aussi sans doute à tourner les pages des anciens présidents, arrêter de se référer sans arrêt Nicolas Sarkozy ou Jacques Chirac, même s'ils ont eu même s'ils ont leur propre bilan, et que j'ai toujours plutôt défendu Nicolas Sarkozy. Donc mais ils doivent vraiment reprendre tout ça à zéro. C'est la grosse difficulté des Républicains. Sinon, ils disparaîtront. Encore une fois, tous les partis sont mortels. Le Parti socialiste est en train de subir le sort du Parti radical, qui fut une grande formation politique sous la 3e et sous la 4e, qui n'est plus que l'ombre de lui-même. Et c'est ce qui pend au nez du PS aujourd'hui. Les Républicains, ils peuvent prendre ce toboggan-là, sauf s'ils se reprennent dans les 5 ans l'année qui vient. Un tout petit mot de ce que l'on appelle la droite nationale, c'est-à-dire Rassemblement national et Reconquête. Gilles Maintré, pas d'alliance là sur ces législatives. Marine Le Pen ne même regarde pas du tout du côté d'Éric Zemmour.
Néanmoins, au moment du résultat, il faudra peut-être penser à la suite et à des alliances locales. Je vais juste répondre à Bruno Jeudi sur LR, parce que c'est effectivement, et je suis d'accord, le verre, là c'est la partie du verre à moitié vide. Sur la partie du verre à moitié plein, il y a quand même, et on l'oublie chez les Républicains, d'abord, la moitié des députés sortants étaient des primo-députés en 2017. Il y a en fait une jeune génération chez LR qui est beaucoup plus désinhibée par rapport à la fois aux vieilles marottes de la droite et puis à cette espèce de parti qui s'est engoncé dans les anciens présidents, un peu un certain nombre d'éléphants. Il y a eu ensuite en 2020 plein de jeunes maires qui sont arrivés et ça, c'est cette richesse-là qui va peut-être permettre au parti de se réinventer.